Bonjour, j'ai une question à vous poser. Quel est le principal concurrent que j'ai aujourd'hui dans l'exercice périlleux mais ô combien exaltant de capter votre attention pendant 12 minutes pour vous parler de l'avenir de l'éducation? Eh bien, c'est ça. C'est ce petit objet qui tient dans une poche portefeuille. Alors, quand j'ai commencé à enseigner en 1993, quand j'entrais en salle de classe, j'avais comme concurrent la charmante voisine, le bon copain avec qui papoter, le bon bouquin ou le journal, le gars qui avait sommeil, pas seulement parce qu'il avait travaillé trop longtemps à la bibliothèque la nuit qui précédait le cours. Et donc, tous ces concurrents existent encore aujourd'hui, mais il faut ajouter à cela Facebook, les textos, WhatsApp, les mails et Google. Google qui organise un contrôle qualité permanent et en live de ce que je peux dire en cours, avec les interventions du type « Mais monsieur, ce qui est sur Wikipédia ou Internet, c'est pas ce que vous nous dites ». Alors évidemment, vous répondez « C'est pas parce que c'est sur Wikipédia et Internet que c'est vrai ». Vous répondez également que ça dépend, le problème est quand même beaucoup plus compliqué que ça, et ça dépend de la façon dont on regarde les choses. Et puis, vous avez aussi la réponse du type, on verra ça à la fin du cours pour ne pas retarder le cours. Bref, vous avez compris que le professeur n'est plus le transmetteur privilégié de la connaissance et que chaque étudiant, chaque participant de formation continue, quand il arrive dans une salle de classe ou dans un amphi, il a via son smartphone ou via son ordinateur à peu près 1 million de fois ce que je peux en une vie acquérir et présenter. Donc il faut changer. Et donc la relation entre l'étudiant et le prof change, et quelle devient la mission du professeur dans ces conditions? Je crois que la mission, elle est double. Il va falloir qu'il transforme le temps en présentiel, de façon à ce que, premièrement, les étudiants puissent être acteurs de leur cours, et puis, deuxièmement, faire en sorte de profiter au maximum de l'intelligence collective, en rendant les étudiants les plus actifs possibles, en transformant le temps en salle de classe en temps de partage d'expériences, en temps d'échange sur les pratiques, en temps de réflexion collective. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour ce faire? Eh bien, il faut soigner le mal par le mal, c'est-à-dire intégrer ces fameuses technologies de l'information et de la communication qui nous mettent au défi dans nos cours. Et la transmission de connaissances ne nécessitant pas une interactivité considérable entre le prof et les étudiants, eh bien, on va s'arranger pour que l'acquisition de connaissances ait été faite en amont, dans le cadre de vidéos courtes et ciblées de 10 à 12 minutes, que chaque étudiant va consulter et va regarder à son rythme et quand il veut, évidemment, avant le cours. Et c'est un principe qui s'appelle les flipped class, qui a été mis au point par la Khan Academy. La Khan Academy, c'est cette organisation qui cherche à lutter contre l'éloignement des jeunes Africains des lieux de savoir et qui a donc mis en place un dispositif qui permette à ces Africains et à ces jeunes d'avoir accès à la connaissance. Et c'est ce que j'ai fait à l'ESSEC, c'est-à-dire que j'ai mis en ligne tous mes cours sur l'entrepreneuriat social. Tous mes cours sont en vidéo et toutes les séances de classe sont en fait consacrées à des réactions et des travaux et des réactions sur les travaux des étudiants qui les ont préparés en amont. Alors là, vous vous dites, ce gars-là est un geek, il a un talent particulier pour la technique et donc il applique ce talent à ses cours, mais ce qu'il nous raconte là, eh bien, est finalement assez marginal et restera assez marginal. Erreur funeste. Rien ne me prédisposait à cette évolution, sinon la conscience aiguë qu'il fallait le faire, parce qu'en fait, si vous regardez, il n'y a rien de plus insupportable que d'avoir quelqu'un en face de vous, vous lui parlez, et qui a les yeux rivés sur son écran, et qui vous écoute quand il a le temps. C'est assez déstabilisant et c'est même insupportable. Essayez, vous verrez, c'est pas drôle du tout. Sur la technologie, en fait, je suis tétanisé face à la technique. Moi, je suis du genre, je réveille un de mes fils en pleine nuit en lui disant « Je ne comprends pas, le mail que je viens d'écrire ne part pas. Qu'est-ce qui se passe ?» Il arrive endormi et il me dit « Tu sais, il suffit juste que tu appuies sur le bouton « Envoyer » et il partira. » Donc, et je suis tellement atteint que mes 5 enfants ont décidé de lancer une association SOS Handicap Numérique 95, puisque nous habitons le Val d'Oise.
Donc c'est vous dire. J'ai pourtant fait ça à l'ESSEC et j'ai même aggravé mon cas, puisque j'ai décidé de faire des MOOC. Un MOOC, c'est quoi? C'est un Massive Online Open Course, c'est un cours qui est accessible gratuitement par tous via une plateforme Internet. Et le MOOC, en fait, c'est né aux États-Unis. Tout a démarré à Stanford. Il y a un professeur qui s'appelle Sebastian Thrun, comme ça vous voyez que j'ai préparé. Sebastian Thrun, il était professeur d'intelligence, de robotique plutôt, et il décide de faire un cours sur l'intelligence artificielle et de le mettre en ligne. Il espérait avoir 10 000 participants. Il en a eu 160 000, dont 23 000 sont allés au bout de l'exercice. Il a donc décidé de créer une plateforme qui s'appelle Udacity, qui vend des cours d'informatique et de robotique en ligne. Les MOOC étaient nés. De notre côté, à l'ESSEC, j'ai donc choisi de lancer un des 2 premiers MOOC de l'ESSEC, qui s'appelle l'entrepreneuriat qui change le monde. C'est un MOOC de niche et ce MOOC nous a permis de toucher, en décembre 2014, dernier, sur 4 semaines, 9 600 personnes, dont 10% ont satisfait à toutes les exigences pour recevoir le certificat. Et c'est un bon score, puisque 10%, le taux moyen, c'est 5%. J'ai même récidivé, j'ai aggravé mon cas, j'en ai fait un deuxième, qui est sur Coursera. Le premier était sur Fun, France Université Numérique, la plateforme française. Coursera, qui est la grosse plateforme américaine, qui compte 12 millions d'inscrits. Du coup, j'ai un MOOC qui tourne depuis le 12 mai, on demand. On demand, ça veut dire que l'étudiant peut suivre le cours quand il veut, où il veut et au moment où il veut. Vous pouvez le faire dès maintenant, vous appuyez sur Coursera, enfin vous attendez juste 5 minutes la fin de mon talk, mais vous pourrez vous loguer sur le cours. Et ce cours, eh bien, on obtient 450 nouveaux inscrits. 450 nouveaux inscrits. Pourquoi? Par semaine. Pourquoi? Parce que Coursera, c'est 12 millions d'inscrits. Alors moi, je suis convaincu que les MOOC vont provoquer et vont permettre un développement formidable de l'acquisition de connaissances. Mais il faut d'abord que les institutions s'engagent. Et ça, c'est pas évident parce que les institutions les plus prestigieuses se disent « j'ai pas besoin ». Mais attention, le numérique a bouleversé de nombreux secteurs. Il suffit de regarder Airbnb avec Novotel, Uber avec les taxis. Donc de très grands groupes tremblent et donc personne n'est à l'abri. Il faut ensuite que les professeurs s'engagent. Alors les professeurs, c'est compliqué. Parce que les professeurs, c'est conservateurs par nature. Et j'allais dire structurellement, ils ont gravi tous les échelons pour devenir prof dans une institution prestigieuse. Pourquoi voulez-vous qu'ils changent? Et puis en plus, le succès ne favorise pas la remise en cause. Et enfin, faire un MOOC, c'est compliqué. Parce que vous parlez à une caméra, c'est un espèce de trou noir, c'est un truc mort, qui ne réagit pas, vous ne savez pas quel est l'impact de ce que vous dites vis-à-vis de votre auditoire, vous ne pouvez pas corriger. Et donc, c'est difficile, tous vos tics de langage, tous vos tics de comportement, si votre diction n'est pas impeccable, si votre propos n'est pas au cordeau, tout ça se passe devant des milliers de personnes, évidemment devant vos plus proches qui visionnent les vidéos et qui vous font part, comme de bien entendu, de leurs appréciations toujours bienveillantes et toujours positives, vous pouvez l'imaginer. Donc c'est un exercice qui peut être assez cruel pour l'ego, surtout lors des premiers enregistrements. Moi, j'ai tout essayé. J'ai essayé la rasette de whisky avant le tournage, le décontractant anxiolytique, les deux, les notes avec des éléments de langage, et finalement, le mieux, c'est le prompteur. Le prompteur, c'est mieux parce que ça permet de garantir des textes d'une concision et d'une taille suffisante pour un visionnage indépendant. Mais c'est le prompteur avec la jeune collègue qui est juste à côté de la caméra, qui vous sourit tout le temps et qui me dit que ce que je fais est bien à chaque pause. Donc c'est compliqué pour les professeurs, il faut que les institutions s'engagent, c'est compliqué pour les professeurs, il faut que les étudiants y aillent aussi. Parce que les étudiants deviennent acteurs du cours. Les étudiants deviennent co-responsables du contenu du cours. Et donc s'il n'est pas intéressant ou s'il n'est pas pertinent, ils n'ont plus qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Il faut qu'ils admettent l'idée qu'ils peuvent apprendre autant de leurs pairs et de leurs collègues que du professeur. Donc il faut qu'ils écoutent. Et il faut ensuite qu'ils présentent leurs travaux de façon telle qu'ils soient en capacité de capter l'intérêt de leurs collègues. Donc, des institutions qui vont... Une institution, c'est compliqué aussi pour elle, parce que ça coûte 50 000 € de faire un MOOC, 4 épisodes, donc c'est un investissement certain, mais il faut y aller. Des professeurs qu'il faut pousser et des étudiants qu'il faut convaincre. Pour conclure, j'ai 3 convictions à vous partager. La première, je pense que les MOOC ne sont pas une mode et vont continuer de se développer parce que c'est un outil qui permet de profiter au maximum de l'intelligence collective des étudiants et qui permet de faire mentir l'adage que le QI d'une salle est le QI du plus con divisé par le nombre de participants. La deuxième conviction que j'ai, c'est que les MOOC vont trouver leur modèle économique.
Pourquoi? Parce que le MOOC, c'est un formidable moyen de créer une communauté autour de connaissances et de savoir. Et les entreprises sont intéressées, parce que les entreprises peuvent trouver là un moyen de s'adresser via des SPOC, Small Private Online Course, c'est-à-dire un MOOC customisé et réservé à une communauté plus restreinte, d'adresser un message à des clients, à des salariés, à des fournisseurs, bref, à toutes celles ou tous ceux auxquels elles doivent s'adresser. Et c'est un outil qui va permettre d'aboutir à une co-construction des contenus, donc ils seront adaptés aux besoins, à une codiffusion des produits, donc il y aura une combinaison des réseaux, et puis il y aura enfin un bénéfice d'image pour l'entreprise, puisqu'elle pourra associer son nom à une institution d'enseignement supérieur. Donc le modèle économique peut exister et peut fonctionner. Enfin, troisième idée, le MOOC ne remplacera pas les professeurs. Je crois que c'est un moyen pour nous d'améliorer notre efficacité, d'enrichir nos pratiques, et puis surtout d'élargir considérablement l'audience de nos cours. Et puisque je vous ai dit ce qui était difficile pour un prof lorsqu'il faisait un MOOC, je vais vous donner une illustration de ce que c'est que l'élargissement de l'audience. J'étais en voyage à Casablanca au mois de juin dernier, je vais au comptoir de la RAM, la Royale Maroc, et je donne mon passeport à la jeune femme, très jolie, qui le contrôle. Elle le regarde et elle me dit « Vous êtes professeur à l'ESSEC ?» Je lui dis « Oui, mais comment le savez-vous ?» Et elle m'a répondu « Je suis étudiante. J'ai suivi votre MOOC, l'entrepreneuriat qui change le monde. C'était super, j'ai adoré. Alors, vive les MOOC. En Afrique, améliorer l'accès aux soins grâce aux nouvelles technologies permet de changer le monde. Je suis Anne-Rose Veil et j'ai créé Jantoli au Mali et au Burkina Faso. Accompagner vers l'emploi des personnes en situation de handicap et d'exclusion permet de changer le monde. Je m'appelle Gaël Loric et j'ai co-créé Logins. Dans les quartiers populaires, un réseau d'habitants leaders rendant les gens acteurs de leur vie permet de changer le monde. Je m'appelle Anne Charpie et j'ai créé Voisin Malin. Leur point commun, ce sont tous des entrepreneurs sociaux. Ils le sont devenus parfois sans le savoir, souvent par choix délibéré, et une conviction commune les rassemble. Changer le monde avec sa motivation et ses idées, c'est possible. Durant 4 semaines, vous serez immergés dans l'univers de l'entrepreneuriat social et vous découvrirez des parcours d'entrepreneurs sociaux. En partant de leur cas particulier, je vous aiderai à identifier les éléments saillants de ces parcours, les enjeux d'une analyse du besoin social, les particularités des solutions imaginées par les entrepreneurs sociaux. Enfin, je vous donnerai des clés pour comprendre comment il est possible d'aller jusqu'au bout de son ambition et créer son entreprise sociale. Pourquoi? Eh bien parce qu'aujourd'hui, en Afrique, dans le monde, en France, il est essentiel de susciter des vocations d'entrepreneurs sociaux. Les défis sont immenses. Tous les acteurs, publics ou privés, organisations ou individus, doivent se mobiliser. Alors nous comptons sur vous, bien sûr, pour vous impliquer dans ce MOOC. Et pour cela, plusieurs modalités cumulables vous seront proposées. Que vous soyez étudiant ou diplômé, dans le secteur social ou pas, vous pouvez contribuer à relever les grands défis du monde aujourd'hui. Que ce soit le logement, l'exclusion, la santé, la dépendance ou bien encore l'accompagnement des personnes handicapées. En un mot, ce MOOC a un objectif, vous donner l'envie et les outils de changer le monde.